merci d'être venu. Donc nous accueillons ce soir Emmanuel de Bono pour nous parler de son livre qui est tiré de sa thèse, Aux origines de l'antiracisme, la LICA 1927-1940, paru chez CNRS Éditions. Emmanuel de Bono, bonsoir. Vous êtes historien, donc ça c'est le travail de thèse que vous avez fait sous la direction de Serge Verstein à l'IOP. Vous êtes associé au Centre d'histoire sociale du XXe siècle et vous avez déjà quand même publié pas mal d'articles. Vous êtes associé à la revue Archives juives, dirigée par Catherine Nicot et qui est l'émanation de la Commission française des archives juives. Vous avez publié plusieurs articles dans Archives juives, toujours autour des thèmes du racisme, de l'antiracisme, des contacts entre juifs et musulmans en Algérie en particulier. Et vous avez même dirigé un numéro d'Archives juives, celui qui est paru donc en 2010, sur le dossier, donc sur les années 30, l'emprise sociale de l'antisémitisme. Vous êtes donc rentré à fond, j'allais dire, très profondément dans cette histoire de la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, dont on connaît les avatars aujourd'hui sous le nom de l'ICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un passage qu'il faudra sans doute nous expliquer également, mais ça c'est pas ce qu'on trouve dans votre livre, puisque dans ce travail vous retracez la genèse de cette ligue autour du personnage passionnant et très complexe de son fondateur Bernard Lecache, et vous nous racontez les combats qu'il a menés. Je dis qu'il a menés parce que même si la LICA a eu un retentissement et a été suivi dans toute la France et une partie de l'Algérie, on peut dire que ça n'a jamais été réellement un mouvement de masse, la Ligue a toujours été quand même très centralisée, si j'ose dire, autour de sa direction et de Bernard Lecache, son fondateur. Donc j'aurais envie de vous poser évidemment quelques questions sur ce travail, qui est d'abord un très beau travail d'archives. Bien sûr, donc je l'ai dit, c'est le travail issu de votre thèse, mais vous êtes le premier à avoir pu consulter et analyser à fond une nouvelle source sur la LICA, et vous allez nous l'expliquer, puisque les archives de la LICA, comme celles de beaucoup d'autres institutions en France et dans les autres pays occupés par l'Allemagne nazie, ont été saisies par les troupes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de l'occupation de la France, et elles ont été envoyées en Allemagne, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes soviétiques ont découvert les caches où se trouvaient ces milliers et milliers de pages d'archives, souvent accompagnées de bibliothèques entières, et les soviétiques ont tout simplement embarqué tout ce qu'ils ont saisi, qu'on peut considérer comme prise de guerre, pour les conserver à Moscou, dans les archives spéciales de l'État, qui étaient totalement secrètes pour les Occidentaux et qui n'ont été découvertes, si j'ose dire, par les pays de l'Ouest, et en particulier avec la chercheuse américaine Patricia Kennedy Grimstead, que dans le courant des années 90, vers 1992, et qui a donné ensuite lieu à un grand processus de négociation pour la restitution de ces archives. Et ce processus a été à l'échelle de l'Europe, et différents pays, l'Allemagne qui n'a jamais récupéré ses archives, la Belgique, la France, les Pays-Bas, par exemple, ont pu, en négociant directement d'État à État, récupérer tout ou partie des archives qui avaient été spoliées par les Allemands, puis conservées pendant si longtemps par les Russes. J'en parle avec un peu en connaissance de cause, puisque l'Alliance israélite universelle qui vous accueille ce soir a été elle-même, par sa bibliothèque, victime exactement du même processus, et la bibliothèque de l'Alliance a été pillée par les nazis, ses archives également, et donc toute une partie des archives qu'on trouve à l'Alliance aujourd'hui sont également revenues de Moscou. Donc, la première question sera, donc vous avez pu travailler sur ce fonds, si vous pouvez nous dire un mot de son histoire, de ce que vous y avez trouvé,
et peut-être de vos prédécesseurs qui s'étaient intéressés à l'histoire de la LICA. Alors effectivement, les archives donc, ont suivi ce parcours un petit peu chaotique. Et voilà, pendant 70 ans, il était difficile d'écrire l'histoire d'une organisation dont les archives internes avaient disparu, et on pouvait effectivement s'appuyer sur sa publication, Le Droit de Vivre, qui est son journal hebdomadaire, qui est plein d'informations, mais qui évidemment est un journal militant, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes pour établir la réalité, qui est assez fluctuante dans ce type de publication. Et les archives donc, qui sont revenues, précisément les archives de la LICA sont revenues à la fin des années 90, même précisément l'année 2000. Il y a eu de longues négociations, et puis finalement la LICRA a décidé qu'il n'avait pas la capacité d'archiver les archives, a décidé de déposer au mémorial de la Shoah, où elles ont été très rapidement classées, reclassées, microfilmées et numérisées. Et mises à la disposition des chercheurs ça a été fait globalement en 3 ans, ce qui était vraiment aussi un exploit, un travail phénoménal. Ça représentait environ 220 cartons d'archives, dans lequel on avait effectivement l'ensemble des archives internes à partir de, je dirais, à partir de 1933. La LICA est un début. Oui, le début manque, hélas. Les premières années, 1928-29 à 32, on a quelques documents éparses, mais globalement, il n'y a plus rien. Alors, on trouve mention dans les archives d'incendies, de déménagements, de choses comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est une petite organisation au tout début, mais voilà, en gros, effectivement, ça commence vraiment en 1933 à décoller. Et là, on a des fonds qui commencent à être beaucoup plus denses pour arriver effectivement à des vrais dossiers par la suite, et assez bien classés d'ailleurs. Je crois qu'il y avait à l'intérieur même de la LICA un vrai travail administratif, de classification. Il y a un secrétariat qui était très très efficace. Et le CDJC, bien sûr, a revu un petit peu le classement, mais globalement, les dossiers n'étaient pas complètement de confusion absolue. Et donc, les Russes avaient traduit l'intégralité, avaient archivé pièce par pièce les documents, vraiment feuillet par feuillet. Donc, c'est des milliers et des milliers de documents qui ont été indexés. Et la LICA a procédé à la traduction en fait, de cet énorme inventaire. Et voilà, donc effectivement, les archives sont aujourd'hui consultables au mémorial sur microfilm. On peut malgré tout demander des informations assez précises, puisque tout est numérisé, les inventaires comme les archives elles-mêmes accessibles sur DVD éventuellement. Voilà. Et je précise juste qu'effectivement, il y a des manques. Il y a des manques sur les origines, il y a aussi des manques sur le journal Le Droit de Vivre, qui était l'organe de propagande de l'organisation, et qui était un journal extrêmement riche en articles d'enquête, d'articles d'opinion, d'information. Beaucoup de députés, d'hommes politiques, d'artistes, d'hommes de lettres ont donné des papiers. Il y avait beaucoup de clichés, et hélas, là pour le coup, rien ne semble être rentré de Moscou. Pas davantage d'ailleurs pour ce qui est des archives personnelles de Bernard Lukács, qui, d'après aussi les rapports de police, ont suivi le même parcours. L'appartement de Lukács a été perquisitionné, et là on n'a pas un seul document qui semble être issu d'un fonds particulier qui sont. Donc vous êtes intéressé au sujet donc, de l'antiracisme. L'antiracisme, c'est finalement un concept relativement contemporain. On parle d'antiracisme, à mon sens, plutôt depuis les années 1980, avec les manifestations qu'on a connues en France, la petite main touche pas à mon pote, etc. Et ça s'est développé beaucoup autour de la notion de racisme touchant principalement les Maghrébins. Or, en lisant ce travail, on s'aperçoit que la notion même, le concept même d'antiracisme, quand il se fonde en France et se matérialise dans la LICA, c'est d'abord une lutte contre l'antisémitisme. C'est avant tout le racisme dont il est question ici, qui est dans le titre de cette ligue, n'est
souvent, on pourrait oser dire souvent qu'un faux-né, si j'ose dire, de l'antisémitisme, car la question qui se pose dans les années 20 et encore plus les années 30 et encore plus après la prise de pouvoir par Hitler en 1933, c'est bien le racisme eugénique, enfin la théorie raciale appliquée par un gouvernement, en particulier à l'encontre de la population juive. Donc, d'abord, pourquoi vous avez choisi un thème de ce genre? Est-ce que, c'est une question personnelle, est-ce que vous-même vous avez peut-être été militant de l'antiracisme plus récent en France, et est-ce que votre démarche est vraiment une démarche d'historienne, ou est-ce que vous y associez aussi un peu une démarche militante? Non, alors, il n'y a pas vraiment de démarche militante, hormis le fait qu'il y a peut-être effectivement un travail de conscience derrière tout ça, mais j'ai jamais été militant. Moi je suis de la génération SOS, mais j'ai jamais arboré la petite main. J'avais pas comment dire, j'étais évidemment sensible dans les années 80 à la montée du Front National, etc. Mais je ne suis pas militant. Je suis venu en fait au sujet en travaillant sur l'un des fondateurs de la LICA, qui s'appelait Lazar Rachlin, et sur lequel j'avais envisagé effectivement de faire un travail doctoral, et par manque de documents, j'ai renoncé, mais j'ai découvert en fait en travaillant sur le personnage, qui a de multiples facettes, comme le cache, que la LICA est une organisation extrêmement riche et très très mal connue. Et donc voilà, je me suis engagé sur ce terrain. Pour ce qui est effectivement de la notion d'antiracisme, c'est vrai que la LICA est une organisation qui lutte en raison de la conjoncture des années 1930, d'abord contre l'antisémitisme. Elle a été créée pour lutter contre les pogroms, des exactions anti-juives qui se déroulaient à cette époque-là principalement en Roumanie, en Pologne, et qui, au tournant des années 30, on a effectivement outre-Rhin des manifestations anti-juives de plus en plus virulentes. Et puis après, évidemment, les nazis arrivent au pouvoir, la lutte contre l'hitlérisme devient tout à fait centrale. Maintenant, il faut bien voir que dans les statuts même de la LICA, les statuts de 1929, la Ligue est engagée pour le rapprochement des peuples, et la préoccupation en fait, d'élargir le combat et de sortir effectivement d'une dimension un petit peu particulariste, elle est très très présente. Et pour juste reprendre effectivement le nom même de la LICA, sur la photographie même du livre, on voit des militants, c'est une photo qui date des années 1930, et on voit des militants qui défilent avec une bannière où on a bien le sigle LICA, mais c'est bien la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est vrai que cette question d'intégrer le R de racisme revient à plusieurs reprises dans les années 30. On le trouve quasiment à chaque congrès national. Il y a très tôt, donc c'était Ah oui, c'est très tôt. Oui. Alors, effectivement, le changement viendra dans les années 70, sous la présidence de Jean-Pierre Bloch, en 79 précisément, où le R sera officiellement ajouté, mais elle apparaît déjà dans les documents, et parfois même dans les documents en tête, sous le terme de l'ICRA. Et pour ce qui est effectivement des combats, la LICA est amenée, dès les années 1930, à s'engager dans des campagnes de rapprochement judéo-musulman en Afrique du Nord. Elle dénonce l'agression italienne en Éthiopie. Elle parle effectivement, elle défend les minorités. Il y a déjà des petites choses de défense des Noirs pour leurs droits civiques aux États-Unis. Bon, c'est vrai que l'essentiel viendra dans l'après-guerre, mais pas tardivement. C'est vrai que dès l'après-guerre, alors en plus dans l'après-guerre, on a une diversification des associations antiracistes. On a le MRAP qui naît à cette époque-là, en 1949, et l'antiracisme devient véritablement, avant même SOS, donc 30 ans auparavant, devient un élément, comment dire, du paysage politico-associatif, et voilà, très très présent. Même s'il est très lié, dans le cas du MRAP, avec une orientation politique qui est féministe. Absolument. Donc, on peut revenir, donc, votre livre parle des origines, donc du développement de la Ligue jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'après, on passe dans
dans un autre contexte, et je pense que vous avez bien fait, à mon sens, de faire cette rupture chronologique. Mais les origines, donc j'aimerais que vous nous parliez de deux événements fondateurs et d'un homme. Les événements fondateurs, c'est l'assassinat de Petliura, dirigeant ukrainien accusé d'être le fomenteur de pogroms sanglants contre les juifs par un jeune juif à Paris, Schwarzbard, et le procès qui a suivi, et un homme, Bernard Lecache, son rôle dans déjà le procès Schwarzbard, et ensuite ce qui l'a mené à créer la Ligue. Voilà, alors effectivement, Bernard Lecache, le personnage en lui-même est un juif d'origine ukrainienne, naturalisé en 1905. Ses parents sont des immigrés qui viennent d'Ukraine, de la Russie ukrainienne, et qui va d'abord s'intéresser au théâtre. C'est d'abord un homme qui se passionne pour le théâtre, qui fait des chroniques dans les journaux sur les acteurs, sur les metteurs en scène, etc. Et qui, malgré tout, est très intéressé par la chose politique et qui fait dans différents journaux des chroniques parlementaires, qui, au moment de la Première Guerre mondiale, écrit dans des journaux plutôt pacifistes, en tout cas à partir de 1917, qui se passionne pour l'expérience bolchevique, et qui va aussi, effectivement, de fait, s'inscrire vraiment vraiment très à gauche, qui en 1920, à l'occasion du congrès de Tours en décembre, qui veut la scission entre la SFIO et la SFIC, la section française communiste, va se ranger aux côtés des communistes. Il va devenir l'un des principaux journalistes du journal L'Humanité. Il aura sa carte au parti. Oui, il aura sa carte au parti. J'ai recensé plus de 300 articles en une de l'Humanité entre 1920 et 1923. 1923, il se fait exclure du parti avec d'autres militants. Il est accusé de rester trop lié en tant que journaliste à la presse dite bourgeoise, et il continuera au Parti socialiste. En fait, c'est quelqu'un qui est sensible. Il y a une première initiative de sa part vers 1925, je crois, pardon, excusez-moi, peut-être même antérieure, pour dénoncer les pogroms d'Ukraine, précisément, et de Pologne. Mais ce n'est pas une obsession pour lui. Ça devient effectivement avec le crime que vous avez cité, commis par Schwarzbard contre Petliura, ce dirigeant ukrainien accusé d'avoir commis des pogroms pendant la guerre civile contre les bolcheviks, donc entre 1918-1921. Et Lecache, en fait, prend fait et cause pour Schwarzbard, va mener une enquête en Russie, enfin en Union soviétique. Il va passer quelques mois et faire une enquête qui va être publiée dans le quotidien et qui va par la suite être publiée sous la forme d'un livre qui va s'appeler Quand Israël meurt au pays des pogroms. Et cette enquête, qui n'est pas d'ailleurs extrêmement, qui n'est pas une objectivité débordante, c'est vrai que Lecache défend la cause de Schwarzbard. Ses sources, c'est beaucoup de témoignages oraux, il reconstitue des dialogues, il donne son sentiment, il invente, il fait parfois des raccourcis extrêmement, qui sont parfois un peu gênants. Mais bon, il fait un ouvrage qui va vraiment avoir un certain retentissement dans le public, et il va mener une campagne de soutien en faveur de l'assassin, qui va finalement être acquitté au terme d'un procès d'une semaine en octobre 1927. Et un procès qu'il mène avec en compagnie d'Henri Torres, Henri Torres qui est le défenseur de Schwarzbard, et Henri Torres a réussi avec Lecache à mobiliser un certain nombre de personnalités intellectuelles comme Joseph Kessel, la comtesse de Noailles, etc. Et on a affaire en fait à un procès spectacle, mais qui est extrêmement chaotique, où il n'y a pas vraiment on n'arrive pas véritablement à établir la culpabilité de Petliura. Schwarzbard est accusé d'avoir commis un crime politique, il est accusé par les avocats de Petliura d'être en fait affilié au Parti communiste, etc., d'être un agent de Moscou, et
finalement, il est finalement acquitté et la salle, effectivement, on a des cris « Vive la République »,« Vive la France », et voilà. Et effectivement, à la suite de ce procès, naît une première mouture de la future LICA qui s'appelle la Ligue internationale contre les pogroms, qui ne va pas avoir une activité débordante, qui va être en fait plus une assemblée de notables, qui va se caractériser, enfin il y aura deux, trois grands meetings à Paris, mais bon, c'est une organisation qui va être assez dormante, et finalement, l'année suivante, en février 1929, il y aura une nouvelle assemblée générale au sein même de cette lutte contre les pogroms qui va être éteinte, et on va avoir à ce moment-là la LICA qui va naître, et cette fois ce sera Lecage, qui dans l'organisation précédente était simplement secrétaire général, qui sera son président. Torres, à ce moment-là, sort de l'organisation, dont il était le président, et donc Lecage prend en main la destinée de cette LICA, qui naît en fait véritablement en 1929, et dont on peut considérer que la Ligue contre les pogroms est la première. Fixé les débuts en 1927, et d'ailleurs vous rappelez dans le prologue du livre à quel point ces origines sont floues, et même pour l'organisation LICRA d'aujourd'hui, fêter un anniversaire de sa naissance est encore problématique. Donc, on revient donc à cette ambiance des années 20. Vous l'avez dit, Bernard Lecage donc, est un juif d'origine ukrainienne. Ça a certainement contribué à sa passion dans ce cas-là. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur son identité juive, puisque c'est un homme donc, qui choisit de réagir à l'antisémitisme violent, parfois lui-même par la violence. Le procès Schwarzbard est quelque chose d'assez symptomatique, puisque on est quand même face à un assassinat, et les partisans de la LICA, ou ceux qui allaient le devenir, ou une bonne partie de l'opinion se réjouit de l'acquittement de Schwarzbard, puisqu'il est réputé avoir tué un massacreur. Or, si on voit les choses du côté ukrainien, Petlura est un héros national, il a été le grand dirigeant du pays, il a résisté aux Russes, etc. Donc bon, c'est beaucoup plus contrasté que ça. Donc, la création de la LICA se déroule quand même dans un moment d'une grande violence dans la vie sociale et politique française, et les Juifs de France à ce moment-là, dans les années 20, sont aussi dans un moment un peu particulier, après l'union sacrée qu'ils ont vécue avec beaucoup d'intensité de la Première Guerre mondiale. Ils ont le sentiment, malgré l'affaire Dreyfus, qui s'est quand même bien terminée, si j'ose dire, pour les Juifs, que finalement leur contrat avec l'État, avec la République française, qui était née de la Révolution française, a été renforcé par la Grande Guerre, et ils sont heureux comme Dieu en France, comme on dit à ce moment-là. Et on voit aussi, on a eu des conférences sur ce sujet ici même, le livre de Nadia Malinovitch par exemple, il y a une effervescence politique et culturelle au sein de la communauté juive dans ces années 20, qui sont une espèce de période heureuse entre deux périodes dramatiques, et qui allaient mener évidemment à l'hitlérisme et à la Seconde Guerre mondiale. Alors, quel type de juif est Lecage dans cette ambiance? Est-ce qu'il a des liens avec la communauté organisée? Est-ce que le judaïsme c'est pour les juifs plus un sentiment identitaire ou autre chose? Est-ce qu'il est-ce qu'il a développé à un moment ou un autre une sympathie pour une des visées politiques juives, l'assimilationnisme, le sionisme, le culturalisme juif, etc. Alors, Lecage n'a pas une... On puisse le savoir. Oui, non, mais en fait, d'abord, il n'est pas du tout un juif pratiquant. Son éducation religieuse, je crois, a été extrêmement légère, light. Et en fait, il est d'abord, il se définit comme un libre penseur. Et c'est quelqu'un qui quand même cultive une certaine ambiguïté par rapport à ça. C'est-à-dire il a une identité, il peut revendiquer une identité juive, il veut justement l'assumer pleinement, le fait d'être juif, sans toutefois effectivement s'intégrer véritablement à une communauté, quelle qu'elle soit. Et ça, effectivement, il le défend surtout par rapport aux agresseurs. C'est-à-dire que
c'est le droit effectivement de pouvoir dire je suis juif, les juifs ont leur place en France et ils n'ont pas besoin de tout cacher, etc. Et ça passe effectivement par une action vraiment affirmative et qui va notamment se manifester par l'autodéfense. Le Cache est absolument fasciné par ce qui s'est fait dans la Russie tsariste ou par ailleurs en Palestine, effectivement, des groupes d'autodéfense qui vont tout simplement répondre à la violence par la violence. Et donc réclamer, ou plutôt arracher leur droit à l'existence. Ce qui d'ailleurs est un petit peu c'est un peu étonnant, parce que finalement le premier numéro du droit de vivre, c'est le titre, c'est, je crois que c'est « Nous réclamons le droit de vivre ». En fait, c'est vraiment, il nous arrache le droit de vivre. Et ça s'est manifesté par des batailles rangées dans Paris contre les militants d'Action française, d'extrême droite, de la solidarité française, les militants d'Henri Coston, de Darquet Pelpo, etc. Il y a eu beaucoup de bagarres. Les militants de la LICA adhèrent complètement à cette idée, c'est de pouvoir effectivement exprimer assumer leur fidélité sans honte, sans phare. Et, voilà. Et dans le même temps, il y a cette idée effectivement que d'une certaine manière, l'identité doit disparaître. Donc on a une forme de tension assez curieuse. Aussi parce que l'antiracisme se veut finalement, verse dans l'universalisme, et que être antiraciste, c'est finalement être, pour résumer les choses, un homme libre. Un homme libre qui finalement n'affiche pas vraiment sa religion, qui respecte tous les autres et qui... Citoyen du monde. Voilà, exactement. Et donc il y a constamment cette espèce de tiraillement entre l'affirmation de la judaïté et puis dans le même temps l'effacement. Donc il y a effectivement ces meurtres il y en a plusieurs. Il y a effectivement celui de Schwarzbart, il y en a un autre en 1936 commis par un jeune juif, je crois qu'il est d'origine croate, qui est David Frankfurter en Suisse. Et puis il y aura celui de Greenspan en 1938, qui servira de prétexte, on va dire, à la nuit tristane. Absolument. Et là, effectivement, le Cache redevient le Cache qui défend le judaïsme, qui défend pas tant le judaïsme que le droit d'être juif et de défendre effectivement le peuple juif, etc. Par rapport à l'avenir des juifs, il le voit vraiment c'est un avenir français en France. Le Cache n'est pas sioniste, il a une certaine admiration pour ces pionniers, pour tous ces colons qui font vivre la terre de Palestine, mais d'ailleurs il fait un voyage en 1929 où une de ses enquêtes en tant que journaliste, mais où il exprime quand même il est très éloigné, il se sent très éloigné de ces juifs, très religieux, etc. Il a du mal à les comprendre, et puis bon, mais là aussi il est partagé. Est-ce qu'il se demande s'il ne va pas rester, c'est plus simple aussi. C'est un juif qui est bien français, dont les valeurs sont vraiment les valeurs républicaines, et dont le destin est en France. Et il y a des relations assez conflictuelles entre la LICA et les organisations sionistes, puisque c'est pas du tout les mêmes. La LICA est une organisation qui se bat pour le droit des juifs, des citoyens normaux, des citoyens de même titre que n'importe quel français. En revanche, on a effectivement une tension avec les... Et là, c'est en fait effectivement une deuxième tension, cette notion de différenciation entre le terme de juif, d'israélite. Il y a un certain mépris de ces juifs. Le Cache est un juif effectivement immigré, d'origine immigrée, qui est un petit peu en rupture avec des juifs très, très assimilés, qui justement, eux, aspirent, souhaitent qu'on les oublie dans la société française, et la LICA est extrêmement critique vis-à-vis de ces juifs qui ne veulent pas trop qu'on fasse de bruit, qui ne veulent pas qu'on attire trop l'attention, qu'on dénonce l'antisémitisme, dénoncer l'antisémitisme peut le provoquer. Je crois que c'est souvent une des réactions de cette partie de la bourgeoisie juive aux commandes. Absolument. Et les hommes de la LICA n'ont pas de mots assez durs pour dénoncer ces juifs honteux, ces juifs de salon, ces juifs bien nés qui ne sont pas capables d'assumer, qui ne veulent pas voir le véritable danger en France, qui se sentent en sécurité, alors qu'en fait, effectivement, c'est le cas. Encore des années 1930, on conteste le
le droit à la citoyenneté. Tout à fait. La LICA, on n'est pas revenu sur le terme, mais je pense qu'il a son importance dans la période. C'est une ligue. On est à la période des ligues, c'est-à-dire ces mouvements politiques actifs, militants, qui reposent sur une base d'action directe, souvent violente. Et à ce titre, il y a sans doute plus de rapprochement entre la LICA et les différentes ligues, souvent nationalistes et antisémites qu'elle combat, qu'entre la LICA et les partis politiques bien assis. En fait, l'idée de ligue, c'est effectivement une expression privilégiée des mouvements de la Troisième République. L'idée étant qu'on arrive à rassembler des hommes sur un combat commun, mais des hommes qui on transcende en fait les appartenances politiques ou les religieuses. Et effectivement, la LICA essaie de regrouper des personnalités très très différentes. Elle fait en sorte que sur ces tribunes, lors de ces meetings, on ait à la fois des rabbins, des prêtres, des hommes d'église, des protestants, on avait aussi des questions des musulmans, et puis des hommes de gauche, du Parti communiste aux radicaux, pas au-delà, justement, c'est un petit peu les limites de son ouverture, de son œcuménisme, puisque elle le dit elle-même, hein, les amis sont à gauche et les ennemis sont à droite. Et là c'est aussi une autre forme de ces tiraillements internes. Il y a cette idée que c'est une organisation, enfin elle se déclare apolitique, dans le même temps elle attire clairement, elle s'inscrit clairement dans un paysage politique extrêmement, le contexte très très politisé, et elle s'empêtre un petit peu d'ailleurs dans cette politisation, qui lui est vertement d'ailleurs reprochée par justement tous les Israélites qui ne comprennent pas pourquoi, pour combattre l'antisémitisme, on a besoin de se mettre avec le Parti communiste, la SFIO, le Front populaire d'une manière plus générale. Oui, ce type de réaction est très, très commune. Il n'est que de rappeler au moment justement de l'assassinat du secrétaire d'ambassade von Raab par Greenspan, jeune juif immigré à Paris en 1938, les commentaires de la communauté juive organisée, du rabbinat, des dirigeants du consistoire, etc., qui vont en fait jusqu'à adresser leurs excuses, adresser leurs condoléances à la veuve de von Raab, etc., et dénoncent très très clairement l'action violente d'un juif isolé. Donc on est dans ces années qui sont très violentes, où le racisme, et ça on l'oublie peut-être aujourd'hui, mais l'antisémitisme principalement s'exprime ouvertement partout. Il n'y a pas encore, et ce sera un des combats de la LICRA, de loi limitant l'expression du racisme et de l'antisémitisme, donc il n'y a aucun frein. Et il y a des mouvements politiques entiers. Bien sûr, la France a connu ça déjà à l'époque de l'affaire Dreyfus, depuis Drummond, 1886, mais là il y a une renaissance, si j'ose dire, de cette violence quotidienne de l'expression antisémite, même s'il n'y a pas forcément une très grande violence contre les personnes, disons, jusqu'à un certain point. Et donc il faut aborder ça, et puis voir de quelle manière tout cela finalement change, évolue et se dramatise avec l'évolution de l'Allemagne et l'arrivée de Hitler au pouvoir. Alors tout à fait, vous voulez le rappeler, on n'a pas de loi à cette époque-là qui restreint la liberté d'expression dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une loi qui consacre la liberté de la presse qui date de 1881, et qui en fait de liberté extrêmement large. On a vraiment une liberté d'expression à cette époque-là que beaucoup d'ailleurs aujourd'hui regrettent, y compris justement chez les démocrates, chez les authentiques républicains. C'est toute idée de réduire, enfin de restreindre cette liberté d'expression et suscite de vives polémiques. Et effectivement, il faudra attendre 1939 et le décret-loi Marchandeau contre la diffamation raciale pour avoir justement des premières limites dans ce domaine-là qui sont posées. Avant, on a effectivement le droit d'écrire tout et n'importe quoi, effectivement, sur les juifs ou sur d'ailleurs les arabes, etc., les picots, ce que dit le Cache. Il y avait quand même des prises d'opposition, enfin des défenses, des attaques très très dures de Le Cache contre
tous ces termes péjoratifs, tous ces préjugés qui circulent dans la société française à cette époque-là, mais effectivement qui atteignent des niveaux effroyables lorsqu'on parle des Juifs, surtout à partir du moment où on a un Premier ministre, un président du Conseil, Léon Blum, et là c'est un déferlement déchaînement de haine. On peut très bien effectivement en France avoir créer un mouvement qui s'appelle le Rassemblement anti-juif de France, comme Tarquet de Pellepoix, futur commissaire général aux questions juives, l'a fait. On peut diffuser un journal qui s'appelle Anti-Juif, etc. On peut faire des journaux calomnie, dénoncer faire des listes, des caricatures. Et au moment donc, de la loi Marchandon, en faveur de laquelle la LICA combat finalement dès 1934, ça c'est une de ses revendications, et c'est pareil, donc il y a beaucoup de travail de lobbying, on peut dire. Vraiment, la LICA là fonctionne comme un groupe de pression, elle est en relation avec des députés, Jean-Pierre Bloch, André Philippe ont notamment joué avec Gaston Monnerville, des rôles très très importants pour aboutir à cette loi. Et la signature du décret est très très délicate. Marchandon lui-même, qui est un homme de presse, est visiblement très réticent, c'est ce qui apparaît dans certains documents. Les journalistes républicains émettent aussi de vives critiques en amont, bon, une fois que c'est là, après c'est là. En revanche, certaines personnalités d'extrême droite affirment clairement haut et fort qu'ils n'appliqueront pas le décret. Et de fait, effectivement, on a jusqu'à la guerre des textes très très durs. Il y en a notamment de Maurras qui après la mobilisation, considère les Juifs comme des planqués, et voire pire que ça, des comploteurs. C'est un article qui passe en novembre 1939 et qui ne fera pas l'objet d'une censure et qui n'aura aucune conséquence. Voilà, donc c'est une loi aussi qui va être compliquée à appliquer, dont les victimes n'arrivent pas véritablement à se saisir. Les juges eux-mêmes sont un peu décontenancés, le ministère public qui a le droit de l'appliquer, parce qu'à cette époque-là, la LICA, en tant qu'organisation, ne peut pas se porter partie civile. Mais le ministère public lui-même est tout à fait réticent lorsque l'agresseur antisémite a une légion d'honneur, est un ancien combattant, ça pose problème, etc. Donc c'est pas du tout ça n'a rien d'évident. Voilà, restreindre la liberté d'expression, même si il est clair qu'on n'a pas affaire à des opinions, on est vraiment dans l'insulte, ce n'est pas du tout une façon. Est-ce que la Ligue s'interroge aussi, de manière peut-être plus théorique, sur les notions de ce racisme pseudo-scientifique, les travaux de Montandon, et toute une école française de l'eugénisme et du racisme scientifique qui sera repris, on sait jusqu'à quel degré par le nazisme. Est-ce qu'il y a une partie de la lutte ou de la préoccupation de la LICA qui va dans ce sens? Oui, on va trouver des... Alors, pas de la LICA elle-même, c'est plus finalement en accueillant des tribunes, justement, des scientifiques qui vont intervenir dans le droit de vivre, qui vont effectivement faire le point sur la question du sang, sur la question effectivement des notions de race, voilà, des défenseurs racistes, défenseurs de ces théoriciens du racisme, de l'eugénisme, etc. La LICA elle-même n'a pas véritablement de groupe de réflexion. Et puis finalement le message il est assez simple. C'est presque aimez-vous les uns les autres, et on n'a pas une analyse extrêmement fine finalement du racisme. On est dans une logique d'action, les messages sont très clairs, lutte contre les préjugés, lutte contre les stéréotypes, et c'est vrai qu'il n'y a pas une analyse extrêmement pointue, détaillée de la question. Elle l'aurait vraiment au combat, mais je dirais dans le fond, quelle organisation antiraciste a véritablement créé des commissions pour faire ce type de recherche. En général, c'est plus effectivement du travail des historiens, des universitaires, mais la question n'est pas ignorée. Cela étant, on a effectivement dans l'école du droit de vivre, par exemple, des
des personnalités qui vont exprimer leurs opinions de manière justement plus ou moins fine. Ce qui va mener parfois justement à une impression un peu de, comment dire, c'est un peu un patchwork hein, d'opinions. Certains ont des pensées assez abouties, d'autres on est vraiment dans des arguments extrêmement simples, voire simplistes, hein, parce qu'effectivement l'antiracisme est un petit peu une nouveauté. Et on demande finalement à des personnalités de s'exprimer là-dessus, et parfois on peut retrouver hein, un semblant justement de préjugés dans la manière de l'exprimer. Voilà, mais le Droit Vide est un journal militant, c'est un journal qui rassemble vraiment des textes extrêmement divers, et c'est un journal qui n'est pas vraiment un journal alors c'est pas race et racisme par exemple, voilà. C'est pas l'analyse donc un des événements qui va évidemment changer la donne, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il semble que la LICA et le CACH s'intéressent déjà à ce qui se passe en Allemagne, même avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Je vais en dire un mot, et surtout, il y a un épisode que vous relatez qui est tout à fait étonnant. Quand il s'agit de faire connaître le texte de Mein Kampf aux Français, d'une certaine manière, la LICA est associée à cette opération. Si vous pouvez nous en dire un mot. Alors, sur Hitler, avant Hitler, c'est vrai que la LICA suit vraiment ce qui se passe en Allemagne depuis 1930. Cela étant, elle est finalement pas précurseur hein, sur la question, parce que si on lit l'univers israélite dans les années 1920, on voit qu'effectivement les exactions commises, les agressions, les violences commises par les groupes nationaux-socialistes, voilà, on en a des listes chaque semaine. On retrouve ça très bien d'ailleurs dans le livre de Simon Epstein sur l'année 30, que nous avons reçu ici même, et qui de qui je pense vous êtes aussi proche dans la recherche, et qui d'ailleurs, à mon sens, donne aussi une des justifications de votre travail, c'est-à-dire de lutter contre l'idée reçue que finalement les Juifs n'ont pas réagi à tout ce qui leur est arrivé, non seulement pendant la Shoah, mais même dans les années précédentes. Donc on est dans ces années 30, le monde juif international se préoccupe de ce qui se passe, en particulier en Allemagne, dans toute l'Europe centrale et orientale. Maintenant, ils n'ont pas toujours les moyens d'agir efficacement. C'est justement ce que va essayer de faire pour la LICA, si les uns et les autres sont conscients, si on trouve effectivement dans une presse qui est finalement assez riche, de nombreuses mentions de ce qui se passe en Allemagne, de nombreuses inquiétudes, la LICA devient véritablement une organisation anti-hitlérienne, dont la spécialité est la lutte contre c'est pas le combat exclusif, mais ça devient véritablement son objectif central hein, à partir de 1933. Et donc il y a un travail d'information très très important, créer des agences pour essayer de nourrir les journaux français pour qu'on prenne véritablement conscience de ce qui se passe en Allemagne. Le Droit Vide va jouer ce rôle d'un journal vraiment spécialisé dans expliquer ce qui se passe dans les camps, hein, parce qu'il y a évidemment des réfugiés qui arrivent en France qui racontent, la LICA les reçoit lors de ces meetings, il y a des enquêtes qui sont faites, etc. Et puis, comme vous y avez fait référence, il y a effectivement un travail de tentative de contre-propagande, qui passe notamment par, il y a eu cette opération de Mein Kampf, qui a consisté en fait à donner une traduction intégrale d'un livre-programme qui était finalement traduit toujours de manière partielle en France, puisqu'on y dit des choses pas très sympathiques sur la France, et Hitler contrôlant complètement les traductions et le droit sur la question, interdisait la traduction française de l'œuvre intégrale. Voilà. Et la LICA va en fait tout simplement financer une partie de l'opération de traduction qui est menée en fait par un éditeur parisien, Ferrand Sorlo, des nouvelles éditions latines, et qui a consisté en fait à traduire de manière clandestine, de faire un coup éditorial
Et la LICA y participe en finançant 5000 exemplaires qu'elle va destiner justement à tous ceux qui, en France, pensent, prennent des décisions, les leaders d'opinion, soit des journalistes, soit des politiques, etc. Donc, un livre qu'il faut avoir lu. Absolument. La publicité. La phrase en fait, du maréchal de Lyotet. Sauf qu'il y a un petit peu d'ambiguïté sur la question, puisqu'on a pu aussi montrer que si Sorlo lui-même était membre de l'Action française et était très soucieux de faire connaître le texte aussi par germanophobie, on avait l'un des traducteurs qui, lui, dans une interview à la même époque, expliquait tout l'intérêt qu'avait pour lui l'expérience icarienne. Et puis c'est vrai que par la suite, Sorlo lui-même évolue très très à droite. Il va être très proche de Doriot. Au moment où le PPF, en fait, par exemple, Sorlo va être au congrès de Nuremberg en 1936. Bon. Et en tout cas, en 1934, on a effectivement une espèce de projet complètement hétéroclite, avec des gens hétéroclites, d'extrême droite, d'extrême gauche, anciens combattants, juifs, etc. L'idée étant effectivement de faire connaître aux Français ce texte. Et, alors, il va tomber très rapidement, il va y avoir un procès de l'éditeur allemand qui va finalement interdire la publication. Le Malcolm français, qui est d'ailleurs toujours la version accessible aujourd'hui. Non, alors aujourd'hui, c'est la version intégrale de Sorlo, oui, absolument. Et c'est celle qu'on peut d'ailleurs se procurer très très librement, c'est tout à fait légal, avec bien sûr l'avertissement de la LICRA, obtenu en 1979 à la suite du procès avec Badinter, etc. et Maître Joanneau. Et donc, le livre est interdit. En fait. Le livre est interdit en juin 1934, il est sorti en février. En juin 1934, il tombe sous coup d'interdiction et il est passé au pilon. Sauf que la LICA va en conserver un certain nombre d'exemplaires et elle va diffuser jusqu'à la guerre. Mais là, effectivement, il y a eu un coup qui a été fait et qui a certainement contribué, bon an mal an, en tout cas à faire parler un petit peu dans la presse et à faire connaître un petit peu davantage le texte. Donc, le racisme allemand se développe, c'est l'ère des différentes crises. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure l'arrivée de Léon Blum au pouvoir, qui est un moment très difficile pour les Juifs en France, et puis tout cet épisode de 1938 qui va culminer avec la crise de Munich, et là, je crois que la est vraiment sur tous les fronts, si j'ose dire. En 1938, c'est vraiment il y a effectivement l'Anschluss, et puis c'est un temps en fait presque de désespoir en fait pour ce militantisme antiraciste où on a l'impression finalement d'une vague qu'on ne peut pas véritablement arrêter, avec un gouvernement français qui n'arrive pas véritablement à prendre la mesure du danger. La LICA dénonce en fait les actions de la propagande allemande sur le territoire même. Elle dénonce les contacts qui se sont établis entre des activistes français et des activistes allemands. C'est particulièrement net en Alsace, enfin dans les anciens territoires, les territoires couvrés. Et il y a aussi toute une agitation en Algérie qui inquiète vraiment en fait, cette organisation et les républicains en général. Mais c'est vrai que le gouvernement français, en dépit des informations qu'il détient sur la question, se montre finalement assez passif. Et lorsqu'arrive la crise de Munich, on a ces organisations, ces ligues et ces groupements qui parfois n'ont pas beaucoup de militants mais qui sont très très actifs, qui vont déclencher des opérations d'agitation dans les villes de province, notamment dans les villes du nord-est de la France, Strasbourg, Metz, Nancy, etc. On va assister à des débuts vraiment de pogrom parfois, de violence. À Paris même, on a des juifs qui vont être molestés, qui vont passer plusieurs jours en prison à se faire tabasser par des policiers parisiens, au prétexte que ce seraient des juifs bellicistes, des juifs qui auraient appelé... alors c'est bizarre les accusations aussi, soit ils ont appelé à faire la guerre contre Hitler, ils ont
ces cas-là, effectivement, ils vont contre cette espèce de pacifisme qui se généralise à l'époque, soit on les accuse au contraire d'avoir dit vive Hitler. Donc dans tous les cas, ils sont, et ça c'est un peu traditionnel dans l'antisémitisme, ils conjuguent à la fois tout et son contraire. Voilà. Et voilà, et la Liga se démène pour dénoncer ces violences qui d'ailleurs sont passées globalement sous silence dans la presse à cette époque-là. Elles sont mises en doute par certains journalistes, même républicains, etc. Donc il y a un sentiment en fait d'être débordé véritablement par la vague antisémite. Et l'idée que le territoire français, c'est la prochaine cible. On a perdu les Sudètes, bientôt l'Alsace-Lorraine, donc c'est juste une question de mois. Voilà, pour le cash, il y a un sentiment d'isolement, un sentiment aussi que les partis politiques ne sont pas capables de prendre véritablement eux-mêmes la mesure. Les alliés du Front populaire, puisque l'ICA s'affiche officiellement comme un allié du parti gaulliste, du parti socialiste et radicaux, l'ICA estime que ces alliés du Front populaire ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne répercutent pas ces mots d'ordre, que ces mots d'ordre de boycottage contre les marchandises allemandes, ça lui laisse de marbre, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et la LICA, elle, continue justement à défendre l'idée que le Front populaire doit exister, que c'est la seule manière de résister contre les dictatures. Et alors qu'effectivement, ce Front populaire disparaît, est emporté en 1938, la LICA continue à rassembler à cette tribune. On a un meeting en juin 1939 au Cercle Hiver qui rassemble des milliers de personnes. On a la tribune des communistes, des socialistes, des radicaux. Donc c'est une espèce de dernier bastion de résistance avant effectivement que la tempête se déchaîne. Résistance avec une efficacité toute relative, oui, évidemment. Comme vous avez mentionné l'action du boycott, qui est très, très portée quand même pendant un certain nombre d'années, qui va peut-être s'éteindre pour diverses raisons, peut-être aussi avec les Jeux Olympiques de Munich en 1936. La LICA est très fortement impliquée dans le boycott. Absolument. La LICA le mot d'ordre de boycott est... Le boycott des produits allemands. Voilà. Et il pourrait leur avoir une réponse tout à fait pertinente contre les dictatures. Alors c'est essentiellement contre l'Allemagne, mais au fur et à mesure du temps, elle élargit à l'Italie et puis au Japon. Mais pour l'Allemagne, il y a tout un travail de dénonciation des produits allemands, donc avec un travail d'enquête. On a créé une commission spéciale à cette fin pour effectivement renseigner les consommateurs qui demandent ici par exemple les stylos Pélican, les bas Kaiser. Alors en fait les bas Kaiser sont américains, mais les stylos Pélican sont allemands, ou Farber, etc. Donc il y a tout un travail de mise à jour pour éviter justement les affichages, pour qu'on ne se trompe pas, qu'on n'achète pas ces produits-là, et en même temps on désigne des produits de substitution. Donc en fait on fait du acheter français, la vendeur. Et voilà, et c'est vrai que le boycott est vraiment pour elle c'est un engagement énorme. On trouve des affiches en permanence sur le boycott, il y a des mots d'ordre dans son journal. Les Jeux Olympiques de l'été 36 sont effectivement l'une de ces grandes campagnes, parce qu'il est absolument inenvisageable que les athlètes français aillent saluer Hitler, ce qu'ils feront, bien entendu, au grand dam de la LICA. Mais avant ça, effectivement, on a 2 années de mobilisation où la LICA est assez moteur. Il y a beaucoup d'organisations qui se constituent, mais la LICA va vraiment être celle qui va s'activer, essayer de créer des événements, d'essayer de toucher les athlètes eux-mêmes. Bon, et c'est pareil, là, elle va se heurter à une grande inertie. Elle aura des très belles déclarations dans son journal d'athlètes qui ont une once ou qui, sans être forcément sélectionnés, vont justement, c'est plus facile quand on n'est pas sélectionné, mais ils vont expliquer effectivement que le sport, la politique sont incompatibles, ou que en tout cas l'esprit sportif et le racisme sont franchement compatibles. Mais voilà, effectivement, au final, les crédits alloués à l'entraînement des athlètes sont votés, et les athlètes partiront, et ce sera un échec de plus. Mais bon,
on peut voir ça effectivement des deux côtés. La LICA est présente, la LICA se bat, la LICA organise des meetings, elle a vraiment un discours extrêmement élevé sur le plan de la morale, etc. Et voilà, et seule, et effectivement avec une audience finalement relativement limitée, c'est pas un mouvement de masse. Au plus haut, on pourra compter combien de militants à la veille de la guerre, elle revendique 50 000 militants. Alors, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont facilement utilisables, qu'on peut faire, enfin, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Sympathisants, membres actifs, etc. Bon, elle dit 50 000. Elle revendique environ 10 000 abonnés. Il semble que ce soit vrai. Enfin, d'après les chiffres, pour le droit de vivre. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est une organisation qui est surtout présente à Paris, dans quelques grandes villes de France. C'est une organisation qui ne couvre pas l'ensemble du territoire, mais finalement, c'est une organisation qui est surtout active d'un point de vue. En tant que aujourd'hui médiatique, presque. Oui, encore que médiatique. Enfin, elle n'est pas, finalement, elle n'est pas extrêmement audible. Simplement, elle a, par tout le talent, toute la. Comment dire, l'entre-gens de cash, elle a cette capacité d'obtenir assez facilement des rendez-vous au ministère des Colonies, au ministère de l'Intérieur pour faire interdire une réunion. Elle se fait entendre assez facilement du gouvernement. Le gouvernement le pouvoir qui délègue des ministres, des représentants pour ses congrès. Donc elle a cette audience-là, et c'est peut-être dans le fond l'essentiel, même si donc, voilà, elle n'aura pas malgré tout réussi à faire entendre son combat jusqu'au bout. Mais il est vrai que c'est vraiment à cette époque-là que se pose le principe d'un antiracisme institutionnel, c'est-à-dire voilà, des députés, des hommes politiques qui sont amenés à faire des grandes déclarations. C'est la première fois en France. Et de ce point de vue-là, c'est quand même effectivement un succès. Donc la LICA agitateur en quelque sorte, agitateur d'idées, et donc ces militants dont vous parlez, est-ce que leur sociologie a évolué vers la fin de la période, vers 1939, au moment de la déclaration de guerre? Est-ce qu'il y a toujours une telle présence majoritaire de militants juifs, ou est-ce que ça a un peu changé? C'est difficile de le savoir exactement. Moi je penche, et d'après certains. Alors ça n'apparaît pas beaucoup dans le livre, c'est une partie de la thèse qui est passée un petit peu à la trappe. Dans la thèse, j'ai fait beaucoup de diagrammes circulaires avec de graphies pour montrer effectivement, parce que par section, on peut vraiment, dans certains cas, montrer effectivement la composition, la part des immigrés. Alors la part des juifs, c'est toujours un petit peu difficile, on peut bien sûr. Plastique, voilà. Toujours appelé à la rescousse. C'est un petit peu délicat, voilà, encore que parfois il y a des prénoms et des noms qui laissent un peu. Voilà. Cela étant, on a quand même l'impression que c'est une organisation qui recrute très majoritairement chez les juifs, c'est pas une surprise, parfois majoritairement chez les immigrés et chez les étrangers. On a des sections, comme si on prend la section de Montreuil, qui est une des principales sections de la région parisienne, elle est majoritairement étrangère. En fait, la LICA, en 1939, est amenée à faire des statistiques, elle veut prouver qu'elle n'est pas dans les régions étrangères, et en fait, elle a un effet inverse, elle se rend compte que certaines de ces sections sont effectivement dominantes. Donc des nationalités étrangères ou apatrides, voilà. ce qu'on nomme les étrangers indésirables, plus ou moins à l'époque. Et puis ça dépend après en fonction de la géographie. On a dans le sud, par exemple, pas mal de Grecs aussi, de Juifs turcs. À Paris, on a beaucoup de Polonais. Allemands, elle va essayer elle-même de créer sa section allemande, sa section italienne. Pour ce qui est maintenant de la sociologie des militants, ce sont des militants qui sont des milieux très modestes, d'artisans, de petits commerçants, et tout de même quelques juifs français, comme elle en rencontre aussi dans son comité central. Alors, le comité central est peut-être une vitrine, mais c'est quand même une. Voilà, on a effectivement 6 ou 7 députés en 1939, sur une totalité d'environ 25 membres, quelques industriels qui sont aussi d'origine immigrée, pas forcément. Bon, c'est assez.
c'est assez hétéroclite, mais pour ce qui est effectivement de la part juive dans les militants, elle est quand même assez dominante. Il y a un enjeu dans le fait un petit peu de la basket, de la réduire, de dire qu'effectivement la LICA est ouverte à tous, et puis finalement la direction dit la LICA, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de protestants, il n'y a que des hommes libres, ce qui effectivement résout le problème, mais pas complètement. Mais la sociologie là, que vous décrivez, donc beaucoup de juifs d'origine immigrée, pourtant à cette époque-là, il y a encore une très puissante presse yiddish, il y a encore des mouvements où des immigrés sont encore regroupés entre eux, il y a des sections du Parti communiste, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, une tentative, une volonté par exemple, il n'y a jamais eu de page du droit de vivre en yiddish, bien entendu, ils ont été contre-productifs, ou y a-t-il eu ce genre de choses? Il y a eu des tentatives, mais de même qu'il y a eu effectivement des réunions où des orateurs parlaient yiddish, c'était au tout début, après ça a été... Ce qui était totalement contre-productif pour la théorie du mouvement. Ça a fini par être interdit, il y a eu des consignes officielles pour effectivement empêcher toute objectif de cette nature. Est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, pour certains jeunes, j'imagine, c'est quand même plutôt jeunes qui rentrent dans la Ligue, militer à la LICA, c'est aussi une manière de s'intégrer à la France. C'est-à-dire de rentrer dans un combat universaliste et sortir de son propre milieu, plus ou moins fermé du judaïsme. Incontestablement, d'autant plus que la LICA va vraiment s'engager justement dans toutes ces questions la question du droit d'asile. Il faut gérer aussi dans les priorités, mais au-delà de ça, il y a la volonté vraiment lorsqu'on cherche des solutions justement à cette migration, on étudie la possibilité d'implanter des juifs dans des régions de France où il y aurait de la place, où on pourrait valoriser le territoire. Comme Madagascar va apparaître à un moment. Oui, mais même sur le territoire français lui-même, dans le centre de la France par exemple. Il y a des expériences de fermes, de groupements agricoles juifs, surtout pour les immigrants d'Allemagne principalement, qui auront lieu vers la fin des années 30 aussi. Anna Arendt, par exemple, va participer, va militer sur ce genre de choses. Mais pour le coup, la LICA, son engagement s'arrête là. C'est-à-dire qu'elle pointe des solutions, mais on voit bien que parfois on lui propose des choses concrètes. On a un moment une relation avec un homme qui propose une implantation en Guyane et qui veut tout un projet, mais finalement on ne donne pas suite parce que pour le cash, ça se passe vraiment, il faut rester en France. Pour ce qui est effectivement de cette dimension d'intégration, c'est particulièrement net en fait au moment des crises, en 1938 et puis par la suite en 1939, on a des campagnes où la LICA ouvre ses portes pour que les étrangers, des immigrés, sur son territoire, déclarent leur reconnaissance à la France. Et on voit effectivement, à travers les courriers des lettres qui sont ajoutées souvent à ces bulletins que la LICA fait remplir, une véritable volonté en fait de servir la France et de dire que c'est sa nouvelle patrie. Alors c'est sûr qu'il y a une forme de... ces personnes qui donnent à ce moment-là qui déclarent leur flamme à la France, il y a une forme qui s'intéresse. Comment dire, de volonté de... Enfin, on voit que les situations sont extrêmement difficiles, qu'il y a une recherche aussi de sécurité, etc. Mais on a tout un corpus de lettres vraiment assez innovantes où on voit finalement l'importance que représente la France pour ces étrangers qui ont tout perdu dans leur pays, qui sont effectivement des apatrides jusqu'à leur nationalité, et qui trouvent vraiment dans la France un pays qui les accueille, qui les aide. Et la LICA effectivement joue ce rôle un petit peu d'interface avec le gouvernement, et elle plaide pour les étrangers, elle est en relation avec les services de police, elle essaie de faciliter une dénaturalisation, etc. Il y a un rôle social également. Avançons dans le temps et au moment de la déclaration de guerre, il y a cette période de la drôle de guerre jusqu'à l'invasion allemande où il y a de très nombreux camps qui s'ouvrent ou se développent en France, où on interne des résidents étrangers, apatrides, et souvent d'une nationalité ennemie, les Allemands et les Autrichiens en particulier. La LICA doit être touchée
particulièrement, vous l'avez dit, par sa sociologie même, par ce genre de manifestation, de réalité. Est-ce que le mouvement survit finalement à cette période? Quel est le portrait de la LICA au moment de l'entrée des Allemands à Paris? Oui, la LICA est extrêmement éprouvée par la mobilisation. Et effectivement, c'est une raison qui se délite complètement, dont les sections sont parfois complètement sabrées. Par il y a la mobilisation, et puis comme vous dites, effectivement, les internements pour des raisons d'ordre public, de sécurité. Tous ces camps qui s'ouvrent pour les ressortissants du Reich. Et on a des sections qui s'éteignent. La LICA marche vraiment sous régime. Elle est obligée en plus, alors dû aussi à la guerre, son journal est caviardé en permanence. Il y a des articles, la censure. Voilà, il y a des grands blancs, des colonnes entières qui sont. C'est une période qui est très très dure pour elle, où elle maintient comme une activité assez importante, justement sociale, avec les relations avec ceux des leaders mobilisés. On voit des colis, elle essaye aussi de toucher des personnes qui ne sont pas du tout des militants, qui ne connaissent pas la LICA, et qui sont désignés par des leaders qui se retrouvent dans des casernes, qui trouvent des gens complètement démunis, qui vraiment n'ont pas vraiment de famille, ne sont pas aidés. On se rend compte qu'effectivement l'armée française est dans un piteux état aussi. Et elle joue ce rôle effectivement de famille qui veille sur les soldats. Et ces soldats sont... alors on a aussi des très très belles lettres de ces ligueurs qui, comment dire, sont contents finalement voilà, l'abcès a crevé, la guerre est déclarée, on va enfin pouvoir en finir avec le nazisme. Quelque part, malheureusement, ça donnait raison à leur discours des dernières années. On n'a pas réussi à l'avoir de manière finalement, par les mots, par les actions, le boycott, etc. Et ben voilà, maintenant, on va l'avoir par les armes. Et on a des lettres effectivement où les militants expliquent qu'en fait le combat a commencé en 1933, que pour eux c'est juste en fait on continue la lutte par d'autres moyens, mais au moins c'est une guerre qui a du sens, une guerre où on sait qui on combat, on sait pourquoi on combat, et voilà, c'est vraiment une résistance en fait, c'est une histoire de résistance avant l'heure. Et ce terme de résistance on le retrouve très très souvent. Une affaire permanente. C'est le plus du blocage, le plus des militants, c'est un engagement très très fort. Alors justement, d'autres historiens ont travaillé récemment sur ces notions d'antifascistes ou d'antiracistes pendant dans les années 30 et les collaborateurs ensuite. Alors est-ce qu'on peut retracer le sort d'une partie des militants pendant la guerre et bien sûr j'aimerais aussi entendre le destin de Bernard Lecache pendant cette période puisqu'on sait qu'il a survécu à la guerre. Alors, le destin des militants pendant la guerre, c'est d'abord, en raison de la sociologie même de l'ICA, c'est le destin des juifs sur le territoire français. Donc, effectivement, juifs français ou juifs immigrés, tous menacés tôt ou tard. Et donc, on a une organisation qui est complètement sapée. Alors là, pour le coup, qui disparaît complètement, qui ne va même pas se recréer. Clandestinement. Et on a eu un PC clandestin, on a eu une CGT clandestine, un parti socialiste, un franc-maçon clandestin, on n'a pas de LICA clandestine. On a des militants qui vont s'agréger là où ils pourront s'agréger, à droite à gauche, on ne choisit pas forcément, il n'y a pas de porte avec il y a résistance dessus, mais on va les trouver bien sûr chez les FTP, la MOI, on va les trouver on va les trouver à Londres parfois, on a des grands destins comme Lazare Hachdin, Georges Serafa, qui vont être aux côtés de Général Flot, BCRA. Et puis, beaucoup, bien sûr, vont être frappés par les arrestations, les déportations. D'ailleurs, c'est terrible. Souvent, lorsque je suis tombé sur des noms de militants, j'ai souvent consulté la base du numéro de la Shoah et vu que ces mêmes militants qui déclaraient justement leur amour pour la France en 1938, etc., dans les bureaux de la LICA, au moment où la situation devenait menaçante, et voilà, ils ont été effectivement
sont arrêtés et ils sont morts à l'origine soignée là. Voilà. Après, il y a effectivement cette question des militants de la LICA ou des compagnons de route qui ont mal tourné. Il y en a aussi. Bon, évidemment, c'est pas une majorité, mais Simon Epstein a très bien mis le doigt sur un phénomène assez complexe, mais qui s'explique aussi par... c'est un phénomène dans le temps. Certains, effectivement, en 1939, c'est étonnant, on a quelqu'un comme Jean-Marie Balestre, un des jeunes de la LICA, extrêmement engagé, qui fait des textes, qui est vraiment un jeune non-juif très militant, qui par la suite finira par s'engager dans la Légion des volontaires français, donc sur le front russe, sous l'uniforme nazi. Voilà, ça c'est effectivement ce que Simon Epstein a appelé le paradoxe. Tous les non-juifs ne tiennent pas évidemment des nazis, il ne faut pas systématiser la chose, mais c'est vrai que Epstein a mis le doigt sur ce phénomène des trahisons par rapport aux idéaux. Donc, que ce soit effectivement aux côtés du maréchal Pétain, ou vraiment dans la presse collaborationniste, etc. Il y a un certain nombre de... Simon Epstein a listé mais ce sont en fait plus finalement des personnalités qui ont à un moment donné leur nom pour signer effectivement une pétition, ou qui ont été présents à un de ces meetings. Ce ne sont pas forcément les vrais militants, je dirais. Voilà, les vrais militants de base, sauf effectivement quelques cas assez étonnants, comme celui de Balestre, sont restés fidèles. Voilà. Et par contre, effectivement, le phénomène que Epstein a mis à souligner, c'est effectivement ce drame du pacifisme qui est tellement fort que au début on clame son antifascisme, et plus on avance dans la décennie, en fait, plus on se dit quand même on pourrait discuter avec l'Allemagne, il faudrait voir si effectivement on ne peut pas mettre de côté la persécution des Juifs, est-ce qu'on peut pas. Bon. Et effectivement on en finit par accepter l'idée même de la persécution. Il y a peut-être aussi moindre niveau le fait que les méthodes finalement de lutte contre le racisme et l'extrémisme sont souvent elles-mêmes des méthodes très extrémistes et très militantes. Donc le passage dans le mode d'action est finalement pas forcément très difficile à faire. Voilà, on est dans la violence, on est pas toujours dans la très bonne foi, aussi dans l'argumentation. Mais ce que je voulais voir avec vous, ce qu'on va bientôt, je pense, terminer, c'est aussi le sort personnel de Bernard Lecage, parce qu'on peut imaginer que cet homme devait être une cible triplement suivie par certains Français, par les collaborationnistes et par les nazis, bien entendu. Donc comment réussit-il à passer cette période? On peut effectivement prendre conscience à quel point Lecage est détesté par les nazis. On a dans le droit de vivre de la LICA sont abonnés, il y a l'Argus, la presse, etc. Donc il y a une veille informationnelle, tout ce qui paraît en fait en France, mais aussi à l'étranger, qui pourrait effectivement concerner la LICA, et on le retrouve dans les archives. Il faut dire qu'une presse, et donc on voit très bien dans la presse de Berlin et d'ailleurs dénonce ces gens de la LICA, ces espèces de terroristes juifs, etc. Je crois que Bernard Lecage a les honneurs, entre guillemets, de l'exposition Le Juif et la France au Palais Biarritz. Oui, absolument. Et d'autres, Pierre Mendès France, entre autres. Il est parfaitement connu, et la LICA, et d'après, je crois que c'est dans le livre de Sophie Curé, la LICA aurait été visitée dans les jours vraiment qui ont suivi l'arrivée des Allemands à Paris, le 14 juin 1940. Et donc effectivement, Lecage, il est sur une liste noire. Son appartement aussi est visité immédiatement, mais Lecage est parti quelques jours avant l'arrivée des Allemands à Paris, et il est parti en fait en Algérie. Il s'installe à Alger, mais bon, il n'est pas homme à rester muet. Il prend encore que l'on peut, même après la défaite, même après la chute de la République, le 22 juillet 1940, on peut encore écrire librement en France, et il va en août 1940 écrire un article dans le journal Marianne, l'article qui va signer sa perte. Et cet article s'intitule « Rien n'est fini ».
et il explique que, il met en garde clairement les autorités de Vichy en disant attention, il ne faudrait pas verser dans une logique raciste, il ne faudrait pas oublier que la France l'abord des immigrés, etc. Tous ceux qui sont engagés volontairement et tous ceux qui qui constituent le creuset français. Et cet article, qui d'ailleurs qu'a gardé en partie, mais qui est quand même passé pour l'essentiel, le rappelle en fait aux autorités qui, curieusement, semblaient l'avoir plus ou moins oublié, en tout cas était à Alger pour l'instant. Et il va être d'abord mis en résidence surveillée avant d'être en fait vraiment harcelé par la police, et il va visiter un certain nombre de camps algériens, des camps où il va rester en fait jusqu'à l'arrivée des Américains en 1942. Et on a très peu d'informations sur ce qu'il a vécu dans ces camps. Effectivement, il a souffert, il a été confronté à la brutalité de certaines gardes-chours, etc. Voilà. Et après, effectivement, donc, il échappe malgré tout à la mort. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement. Il n'est jamais livré. Voilà, il n'est jamais livré, on ne sait pas s'il a été. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et pour moi, c'est vraiment une énigme par rapport à Torbache ou à d'autres. Il a effectivement. Être sous la responsabilité de Vichy n'était pas un souffre-conduit. Non, absolument. Et donc en 1942, il finira donc par être libéré. Il parlait, je crois, de la petite tente de la Ponce. Et puis, après, il reste à Alger. Il essaie de reconstituer en fait, un groupement antiraciste. Il crée des cahiers antiracistes. Mais on lui demande de ne pas reconstituer l'ALICA pour l'instant. On lui demande de rester discret. Quand vous dites on, c'est De Gaulle, c'est Giraud. Au début, de toute façon, pendant un an, alors j'ai très peu de bases de documents sur la période qui est de 1942, au rétablissement du décret Crémieux, etc. Les premiers cahiers antiracistes paraissent en octobre 1943. Et c'est là-dedans qu'il explique effectivement, face aux nouvelles autorités, qu'on est rendu pour l'instant de rester calme. Il se limitera effectivement à ces cahiers dans lesquels vont écrire des intellectuels, etc. Et par la suite, il aurait été en fait correspondant de guerre, il serait remonté avec les armées alliées. Le premier congrès de la LICA libérée, dans la France libérée, survient en fait en octobre 1944. Et c'est aussi la date de parution du premier droit de vivre d'après-guerre. Voilà. Donc voilà, il a effectivement échappé à la mort, à un destin funeste que beaucoup auraient souhaité, lui souhaiter. Voilà, je crois qu'on a peut-être s'arrêter là pour l'instant. Ça donne évidemment envie de se plonger à fond dans ce livre qui est, là encore, basé sur énormément d'archives, on l'a vu, énormément de lectures du droit de vivre, bien sûr, mais aussi des archives périphériques, archives de l'État, des archives de la police, entre autres, qui nous donnent vraiment un portrait passionnant de cette association qui a un peu lutté contre les... On a l'impression qu'ils luttent contre des moulins à vent, en tout cas qui sont une toute petite force contre une vague énorme qui les submerge, mais malgré tout, ils ont existé, ils ont porté une parole qui, je pense, aura eu toute son importance. Peut-être un tout dernier mot sur votre vision contemporaine finalement de ces combats, quand on voit qu'aujourd'hui il y a des demandes de sanctions et de boycott contre l'État d'Israël, quand on voit que au nom de l'antiracisme, parfois il y a un discours où l'antisionisme flirte avec l'antisémitisme. Est-ce que dire que des gens comme Lecache se retourneraient dans leur tombe face aux réalités contemporaines? Non, je pense qu'ils ne se retourneraient pas parce que je crois qu'il l'a vécu de son vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, au lendemain de la guerre, on a avec la naissance du MRAP, qui au début, le MRAP est très pro-israélien, il est tout à fait favorable à l'État d'Israël, il milite pour, etc. Et c'est par la suite, c'est effectivement après 67 que la rupture va s'opérer. Mais le MRAP, comme vous l'avez rappelé au début, est effectivement une organisation un petit peu satellite du Parti communiste. Et le MRAP ne va pas véritablement s'offusquer, il va même rester très silencieux lorsque
l'URSS et les démocraties populaires, voilà, manifestement, il y aura des procès effectivement des juifs, le procès des blouses blanches, etc., à la fin des années 40, des 50. Et là, le cas dénonce à la une, il faut dénoncer tous les racismes. Donc on voit déjà qu'à cette époque-là, l'antiracisme est à géométrie variable. Et on a d'ailleurs, alors ça ne se limite pas au MRAP et à l'ADICA, on a d'autres organisations qui vont naître. Il y en a une notamment qui est dirigée par Jacques Soustel, qui va s'appeler le Comité d'action de défense démocratique, qui va dénoncer autre chose et s'opposer à l'ADICA et au MRAP et à la LDH, les droits de l'homme qui ne dénoncent pas assez tel ou tel racisme, qui ne font pas assez Israël, etc., etc. Donc on voit qu'effectivement, les années d'après-guerre sont des années de diversification et voilà, où l'antiracisme se complexifie dans ces objets. Et donc aujourd'hui, on atteint effectivement des sommets de diversité assez étonnants. Et voilà, ça fait quand même tout ça de l'objet de l'antiracisme, un objet qu'il faut étudier aussi, parce que finalement, il a une profondeur historique, il a une complexité intrinsèque aussi qu'il faut mettre à jour. Et voilà, l'Israël c'est aussi particulier, mais il y a d'autres notions, comme celle du racisme anti-blanc, qui vise profondément les organisations. Et c'est vrai que c'est un champ qui est étonnamment très très peu étudié. Grâce à vous, le fossé commence à se combler. Merci beaucoup, Emmanuel Devenot. Et donc, je vous recommande encore la lecture de ce livre, Aux origines de l'antiracisme, CNRS édition 2012, et aussi, pourquoi pas, le numéro spécial le dossier d'archives juives, toujours en vente, mais paru en 2010, sur Années 30, l'emprise sociale de l'antisémitisme. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Je crois que c'est pas mal fait le tour. Enfin, y a-t-il des questions dans ça? Très bien, mais vous avez grillé mes questions au fur et à mesure. Ah bon? Dommage. Dommage. Mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que le racisme, c'est pas un concept nouveau, mais l'antiracisme, on peut dire en France en tout cas, date de 1928. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, en fait, l'antiracisme, il existe, il se manifeste, il y a depuis très très longtemps, en fait, mais plus sous la forme de pensée, de philosophes. Puis bon, il y a quand même l'affaire Dreyfus qui est un précédent, si on parle d'antisémitisme, c'est assez important. Et ce qui n'existe pas, en fait, c'est l'idée d'une organisation, avec vraiment une volonté d'agir, et pas d'agir juste en réponse à des... Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce noyau qui émerge? En fait, je crois que c'est vrai que la naissance vraiment des partis politiques, c'est la fin du XIXe siècle, les grandes machines, etc. Bon, effectivement, c'est pas une priorité. Il y a pas, on a effectivement une présence juive, mais on n'a pas c'est vrai que c'est un peu compliqué comme perspective. Comment expliquer le manque? C'est un peu difficile. En fait, je crois que le Cache réussit à... il articule vraiment la lutte contre le racisme à la politique. Et sans ça... Il a trouvé un filon, en fait, une piste. Oui, alors ce qui lui est vraiment reproché, parce qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi on peut faire de la politique. Mais en fait, ça pose vraiment la question d'une manière générale, peut-on faire de l'antiracisme sans faire de la politique, dans la mesure où, lorsqu'on défend les victimes, on peut réclamer une lutte contre le racisme, on défend les immigrés, on défend les sans-papiers, on est toujours dans on remet en cause vraiment une vision de... C'est ça. Voilà. Et perturbateur, en fait. Oui. Et lui, bon, c'est compliqué parce que, d'une certaine mesure, il l'assume pleinement, il fait vraiment de la politique. Il fait la politique. Il intègre vraiment le facteur politique. Ouais. Mais dans le même temps, il est dans la négation totale. Il dit non, on ne fait pas de politique du tout.
nous reprocher de faire la politique, mais non, la LICA est une organisation totalement apolitique, etc. Il y a vraiment un Il est souvent dans cette question. Ah oui, non, la LICA n'est pas une organisation juive, etc. Il y a une mauvaise foi qui est étonnante. Bon, je crois qu'effectivement, la naissance de l'organisation, c'est vraiment lié à ce personnage qui vraiment prend, peut-être le premier finalement, à prendre la chose à bras le corps. Et il faut aller plus à fond dans la personnalité même du personnage, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ambition, qui fait vraiment une organisation à sa mesure. Il est très charismatique, on sent qu'il a une de pouvoir, en même temps il ne va pas chercher le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il est en contact avec... c'est étonnant. On ne lui a jamais proposé un poste ministériel à un moment ou à un autre? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et c'est vrai qu'il est... On aurait pu l'imaginer, un moment du Front populaire, ouais, secrétariat d'État. Ouais. Mais un juif, ça suffit. Ça m'avait déjà. Donc, Mendes était déjà dans ce gouvernement aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est effectivement je crois qu'il est vraiment celui qui s'est emparé, qui a vraiment conçu la chose qui existait avant, évidemment. Donc, aux origines, moi j'avais suggéré en fait à l'éditeur de rajouter l'antiracisme militant. Et il s'en a raison, on s'est limité à l'antiracisme. C'est vrai que si maintenant on s'intéresse aux origines de l'antiracisme, on va remonter effectivement pour les siècles précédents, parce qu'on trouvera toujours des textes dénonçant, comme vous l'avez dit, l'esclavage. Alors si j'ai bien suivi le I de l'ICA, c'est international, et c'est parce qu'il y a des internationaux dans ce mouvement, c'est pas parce que il y a dans tous les pays... En fait, il y a eu des tentatives de créer, comme pour la Ligue des droits de l'homme, etc., des sections étrangères qui se sont globalement soldées par des échecs, encore que la Russie existait assez durablement en Égypte, en Tchécoslovaquie et en Belgique. Mais toutes les autres tentatives vont vraiment se heurter toujours au même problème. C'est-à-dire que la LICA arrive avec l'idée qu'on peut effectivement faire bouger les choses, qu'il faut un petit peu asticoter les autorités, qu'il faut arracher les noirs, éclater, etc., etc. Et elle pense qu'on peut appliquer ce type de modèle dans tous les pays d'Europe. Or, l'Europe des années 30, c'est une Europe qui est quand même sacrément... c'est dur, avec des régimes autoritaires partout, et où les juifs locaux disent non, on ne peut pas faire ça, mais si, faites-le, vous êtes timorés, il y a des juifs lâches, il faut forcer des choses, etc. Et en fait, beaucoup d'expériences se soldent vraiment, parfois par des arrestations, des interdictions, le droit d'y être interdit, même en Suisse, etc., etc. Donc c'est un échec globalement dans l'avant-guerre. Dans l'après-guerre, il y aura plus une réalité, effectivement, à travers les sections internationales. Dans l'avant-guerre, il y a quand même quelques expériences qui fonctionnent temporairement, parce que même en Égypte, on finit par leur dire taisez-vous, vous faites trop de bruit, vous nous gênez. Nous, on a le sionisme, on a l'antisionisme qui se développe, le nationalisme arabe, il faut que